Bienvenue dans le podcast T'as la forme, l'émission qui parle de santé, de nutrition et de physiologie interne, ton rendez-vous bimensuel qui va te permettre d'améliorer ta santé. Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Et du coup, on est parti pour ce nouveau podcast avec Pascal. En tout cas, encore une fois, merci à toutes et à tous pour vos retours sur le podcast qu'on a fait avec Pascal par rapport à la vision. Ça, apparemment, enfin, en tout cas, des messages qu'on a pu recevoir, on en a vraiment eu que de très beaux retours. Apparemment, ça a pu aider pas mal d'entre vous, notamment à ceux qui font pas mal de gaming, à ceux qui font pas mal de travail de bureautique, qui sont pas mal exposés aux écrans, etc. Donc, encore une fois, merci à vous toutes et à vous tous pour votre retour. Et en tout cas, c'est ce qui nous encourage à faire ce que l'on fait. Donc, il y a d'autres podcasts à venir avec Pascal, mais il y aura aussi également d'autres podcasts à venir avec d'autres membres de l'équipe, Mathilde, mais aussi Vincent. Donc, les sujets sont à venir, un tout petit peu de patience, ils arrivent. Je sais que vous les attendez. Donc voilà. Donc, aujourd'hui, on retrouve Pascal de nouveau pour un nouveau sujet. On va parler de la peau principalement. Donc, on va vous présenter la peau, qu'est-ce que la peau, le rôle de la peau, et vous donner encore une fois quelques astuces et vous parler de toute la supplémentation et micronutrition que vous pouvez mettre en place pour tenter de soulager la peau. Et voilà. Mais avant de commencer, Pascal, comment tu vas? Comment ça va toi? Eh ben écoute, très bien. Merci pour du coup cette nouvelle invitation pour le deuxième épisode. Merci pour vos retours aussi pour le premier, ça c'est top. Et puis j'espère que le deuxième vous plaira aussi. On a essayé de pas trop s'étaler aussi et puis ouais. Je pense que la mission a été plutôt accomplie, on ne s'est pas trop étalé, c'était le plus important parce que sinon on va perdre tout le monde. Mais ouais, on a vraiment eu que des bons retours, donc mais même par rapport à toi, les gens étaient très contents aussi des infos que tu as données, donc c'était vachement cool. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on en fait un deuxième. Et ouais, exactement. Mais du coup, je te laisse commencer. Tu veux peut-être recommencer par parler exactement de qu'est-ce que la peau, de quoi est composée la peau. Pour commencer, ça, je pense, que ça fera une belle introduction. Voilà, commençons par le commencement. Par le début. Voilà. Donc la peau, on la voit, mais après, c'est aussi de savoir un petit peu comment ça fonctionne, ce que ça va contenir, etc. Donc déjà, je pense que beaucoup de gens savent que la peau a plusieurs rôles de protection, de structure, régénération et d'élimination. Donc c'est vraiment la première barrière de notre corps. Déjà, elle va être divisée en 3 parties: l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Déjà, si on commence par l'épiderme, donc c'est vraiment la couche la plus externe. C'est la première ligne de défense contre les agressions extérieures, par exemple. Sur cet épiderme, il y a 4 sous-couches, pardon. Il y a la couche basale, la couche épineuse, la couche granuleuse et la couche cornée. Donc celle-là, ça va être la plus externe. La couche basale, c'est vraiment celle qui est le plus en profondeur de l'épiderme. Au fur et à mesure, en fait, déjà à ce niveau-là, ça va produire en fait de la kératine. La kératine, donc au niveau de la peau, c'est ce qui va permettre aussi la structure. Donc, elle va se déplacer en fait de la couche basale vers la surface de l'épiderme. Ça va subir tout un processus en gros qu'on appelle la kératinisation. Donc, ça implique une synthèse en gros de la kératine et de la transformation des kératinocytes en cellules qui sont kératinisées. Donc, c'est ça en fait qui va constituer vraiment la barrière protectrice de la peau. Plusieurs fonctions, donc on l'a dit, ça comprend déjà tout ce qui est protection, donc contre les infections, les rayons UV, des dommages mécaniques comme des griffures, des chocs. Ça permet aussi de réguler donc la perte d'eau, donc maintenir l'hydratation de la peau, qui est super importante, et aussi la production de mélanine, donc pour protéger la peau contre, par exemple, les rayons UV, c'est ce qui va donner aussi la pigmentation de la peau. En deuxième couche, on retrouve donc le derme, qui a plusieurs couches aussi. Donc, il y a plusieurs niveaux. Il y a un tissu conjonctif qui est composé en fait de collagène et d'élastine. Donc, ça, c'est plus pour la résistance et l'élasticité. Enfin, résistance, élasticité et fermeté. Ensuite, il va y avoir plein de vaisseaux sanguins. La peau, de toute façon, c'est quelque chose qui est très vascularisé. Et on y reviendra plus tard, je pense. Oui, certainement, parce que la qualité de la vascularisation que vous allez avoir permet vraiment de travailler sur la peau. Et c'est vraiment une problématique que l'on rencontre. Et en suivant, on en parle beaucoup, toi et moi. C'est vraiment quelque chose que beaucoup de personnes rencontrent, notamment quand ils ont des problèmes de peau. C'est vrai que tout ce qui est vascularisation, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus optimisé. Donc, avoir cet atout-là avec nous est vraiment quelque chose qui permet vraiment d'améliorer la qualité de la peau, quoi. Ouais, voilà, c'est un atout, ça permet d'optimiser, pour tout simplement envoyer les nutriments au bon endroit, quoi, quand on travaille sur des problématiques. Donc il y a les vaisseaux sanguins. Après il y a tout ce qu'on appelle les glandes en fait sudoripares. Ça c'est ce qui va en fait contenir en gros, c'est la production de la sueur. Donc
on regarde dans le corps, il y a des zones qui vont en avoir plus ou moins. Par exemple, les mains, il y en a énormément, contrairement par exemple au dos ou sur le ventre. Ensuite, en couche, parce que ça c'est intéressant aussi, il y a tout ce qui est ce qu'on appelle en fait les papilles dermiques. Donc c'est les couches en fait les plus superficielles du derme qui va être en contact avec l'épiderme. Donc ça c'est ce qu'on appelle en fait une jonction épidermique. Et ça en fait c'est un soutien structurel entre l'épiderme et le derme et qui va faire la jonction en fait aussi avec l'hypoderme. Donc ça c'est pareil, il y a plusieurs rôles. Ça permet aussi entre autres c'est une protection. C'est un soutien structurel. Ça permet de réguler tout ce qui est température par les vaisseaux sanguins, en les dilatant ou en les rétrécissant. Donc, tout ce qui est sensation tactile aussi. Et ça fait partie aussi de la cicatrisation des plaies. Ça aurait un gros rôle au niveau de la cicatrisation. Après, je sais pas, peut-être qu'on en parlera plus tard aussi de tout ce qui est élastine et collagène. Ça, peut-être après, quand on va parler d'autres choses. Ouais, on pourra en parler aussi. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la peau, en fait, de tout ce que tu as cité, donc tout ce qui est kératine, etc. La peau en fait, pour ceux qui ne savent pas, la kératine, pardon, c'est une protéine assez fibreuse et c'est l'une des principales composantes de la peau. Et donc, la première stratégie que vous devez comprendre, surtout lorsque vous voulez prendre soin de votre peau et avoir une peau de qualité, c'est tout simplement d'avoir une alimentation qui est riche en protéines. Alors, il n'y a pas vraiment de dosage particulier par rapport à ça. Ce que l'on vous recommande tout simplement, et quand vous lisez ça dans la littérature de manière générale, les recommandations que l'on peut voir pour une peau entre guillemets en bonne santé se situe sur des grammages plutôt classiques, plutôt standards, qui se situent sur du 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps à 2 grammes, voire jusqu'à 2 grammes de protéines, 2 grammes de protéines, pardon, par kilo de poids de corps. C'est une généralité. C'est la moyenne que l'on recommande à tout le monde. Que vous soyez sédentaire, que vous soyez sportif, que vous soyez personne âgée, que vous soyez ou que vous ayez un cas de santé particulier, ça en général c'est vraiment la moyenne. Après, en fonction de votre cas de physiologie, en fonction de votre cas de santé aussi, les dosages peuvent être amenés éventuellement à diverger un peu. On pense notamment aux personnes qui ont une insuffisance rénale, par exemple. Hein, Pascal, sur ça, je pense que tu me rejoindras. Mais par exemple, pour les personnes qui ont une insuffisance rénale, n'oubliez pas qu'encore une fois, votre contexte de physiologie est quelque chose qui va tout le temps justifier ce que vous allez mettre en place de par la supplémentation, de par l'alimentation, de par la pratique sportive, le repos, l'optimisation, etc., etc. Et en fait, pour les personnes qui, par exemple, encore une fois, ont une insuffisance rénale, ces personnes-là, et encore une fois de ce que l'on peut lire dans les standards médicaux, ne doivent pas dépasser. Alors ça, encore une fois, n'oubliez pas que c'est toujours votre praticien de santé qui vous dira exactement quel est le grammage et le dosage que vous pouvez mettre, mais de manière générale, de ce que l'on peut lire dans la littérature, on se situe aux alentours entre, allez, on va dire 0,5 g de protéines par kilo de poids de corps à 0,8 g de protéines par kilo de poids de corps. Et j'ai moi, par exemple, en suivi certaines personnes à qui le praticien a dit que le 1 g de protéines par kilo de poids de corps était acceptable de par leur situation physiologique, malgré le fait qu'il y avait une insuffisance rénale. Donc, c'est pour ça que pensez toujours à demander à votre praticien, encore une fois, qu'est-ce que vous pouvez faire, de ce que vous ne pouvez pas faire, de ce que vous devez faire, de ce que vous ne devez pas faire. Encore une fois, c'est votre santé. On ne joue pas avec votre santé. C'est extrêmement important parce que autant une diète est quelque chose, et même la supplémentation, hein, est quelque chose qui peut vraiment vous aider à améliorer vos points de physiologie, autant si vous ne faites pas attention, c'est quelque chose qui peut aggraver la problématique que vous avez. Et je pense par exemple aux probiotiques, ça je passe parce que là, je pense que tu me rejoindras. Les probiotiques, n'oubliez pas, c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Et tiens, parlons-en un peu des probiotiques. Est-ce que c'est pas un peu le complément un peu à la mode où dès que tu as le moindre problème digestif, ça part dans tous les sens du terme et il faut absolument en prendre et en fait, on se rend compte que c'est peut-être pas si pertinent que ça, par exemple. Totalement. Là, c'est mais tout, c'est ballonnement dès que la personne a des gaz, dès que la personne, enfin pour X problème, en fait, c'est tout de suite, c'est un peu à la mode en fait. C'est tout de suite, on oriente sur des probiotiques. Sauf qu'en fait, derrière les probiotiques, si la personne, je sais pas, elle a un SIBO un peu en zoom, bah ça va pas forcément l'aider. Ça va faire l'effet inverse justement. Donc, Et pourquoi tu penses que, ouais, pourquoi tu penses que les probiotiques c'est un peu le complément à la mode? Qu'est-ce qui fait selon toi que pourquoi? Parce que tu sais, il y a pendant un temps, mais le collagène était un complément qui a eu une grosse hype. Bon, on en parlera tout à l'heure parce que quand on pense à la santé de la peau, par exemple, on pense très souvent au collagène parce qu'encore une fois, la peau est composée de collagène. Mais est-ce que c'est pour autant qu'il faut prendre du collagène pour entre guillemets améliorer la qualité de la peau? Bon, ça on en parlera tout à l'heure, mais on verra que la littérature est assez mitigée par rapport à ça. Mais du coup, pourquoi tu penses à ton avis que les probiotiques ont eu une certaine hype comme ça? Franchement, d'un côté, je sais pas d'où ça peut venir, moi, cette hype dans la mesure, en fait, où j'ai toujours l'impression que majoritairement,
les gens cherchent une solution rapide. Et en fait, Mhm. pour moi, c'est un peu, je camoufle la poussière sous le tapis. C'est, j'en ai même dans mes proches, ils m'ont dit, bon, je vais faire une cure de probio parce que je pars là ou parce que il y a Noël qui arrive, il y a les fêtes qui arrivent, ou etc. Mais en fait, l'origine de tout ça, c'est pas, enfin, les maux de ventre, les inconforts qu'il va avoir au niveau digestif, c'est pas forcément pathologique, on va dire. C'est pas forcément une problématique physio. C'est juste des fois, au niveau hygiène de vie, c'est pas ouf. Et puis on se camoufle un peu derrière ça, qui semble une solution de facilité, à même titre que le Doliprane dès qu'on a mal à la tête, quoi. Ouais, bien sûr. Mais est-ce que tu penses pas que les gens se disent parce que tu sais les connaissances qu'on a par rapport au système digestif évoluent vraiment, ça avance Ouais. vraiment très très vite et c'est pour ça que ça on en a déjà parlé plein de fois, mais tu sais on a de plus en plus affaire à des tests qui sortent un peu de je sais pas où, à des nouveaux compléments alimentaires, à des nouvelles façons de faire, etc., etc. Est-ce que tu penses pas que et on sait aujourd'hui que par exemple le microbiote est composé de micro-organismes, de levures, de champignons, de virus, de parasites, etc., etc. Est-ce que tu penses pas que vu que les gens se disent parce que, alors déjà, très souvent, les gens font l'amalgame, font la confusion entre prébiotiques et probiotiques. Ce n'est pas vraiment la même chose. Les probiotiques, encore une fois, n'oubliez pas que vous allez prendre sous forme de supplémentation ce qui va composer votre flore digestive. D'accord? C'est principalement ça que sont les probiotiques. Et est-ce que tu penses pas qu'ils se disent, ben, vu que mon système digestif est composé de ça, je vais prendre du coup des probiotiques, je vais renflouer du coup ma flore en espérant plus ou moins espérer, vu que je vais en avoir plus, techniquement, ça va aller mieux après, quoi. Bah si, en l'occurrence si. Et puis en fait, malheureusement, tu vois, c'est là-dessus, je pense qu'on est d'accord, c'est que la flore intestinale, elle se fait aussi beaucoup par la variété alimentaire qu'on y apporte. Mhm. Et, enfin, ça peut être intéressant, mais après, pas non, enfin, à contextualiser quoi, quand même. Mais Ouais, bien sûr. je suis d'accord avec ce que tu dis quoi. Ouais, ouais, et ça, on en parlera aussi tout à l'heure parce que je sais que tu as fait une petite partie là-dessus. C'est que n'oubliez pas que la qualité du microbiote que vous allez avoir va aussi énormément aider la peau dans sa qualité, dans son élasticité, dans son élasticité, dans sa capacité à pouvoir récupérer, etc., à cicatriser, etc., etc. Et vraiment avoir un bon microbiote est vraiment extrêmement important pour aider juste pour avoir une bonne peau de qualité. Et n'oubliez pas que le microbiote, on en a absolument partout. On en a dans le petit intestin, dans le gros intestin, on en a dans l'estomac, on en a dans la bouche, on en a dans la vessie, dans les poumons. Les femmes ont une flore également vaginale. Bref, on en a absolument partout et avoir aussi aujourd'hui un microbiote de qualité et un microbiote en santé est un pilier de physiologie littéralement, hein, parce qu'on sait à quel point aujourd'hui c'est important, que ce soit pour la digestion, pour synthétiser des micronutriments comme la B9 et la B12, pour renforcer le système immunitaire, pour la production d'énergie, pour le côté antioxydant, etc., etc. Ayez un microbiote de qualité et pour ça vous devez encore une fois avoir l'alimentation la plus diversifiée, la plus variée, la plus quantitative et la plus qualitative possible. On sait qu'il y a beaucoup de choses également qui peuvent venir affecter la qualité du microbiote que l'on a, comme ben, si vous êtes un peu trop restreint dans votre alimentation, une alimentation carnivore par exemple, ça pour un environnement dysbiotique, c'est clairement pas le top. Après peut-être que tu veux parler du fait que les gens ne mangent peut-être pas assez de fibres, etc. Pascal aussi. Bah, il y a ça, les recommandations, de toute façon, niveau fibres, c'est du 30 grammes par jour de mémoire. Et enfin, je trouve que sur le terrain, globalement, c'est insuffisant déjà, rien au niveau fibres. Mais après, même en termes de variété, tu vois, global. Mais ouais, juste sur les fibres, on est quand même majoritairement en dessous. Ouais, de manière générale. Mais est-ce que tu penses que c'est que le fait que les gens n'ont plus vraiment de diversité et de variété alimentaire, ce soit peut-être amené par un manque c'est peut-être amené par un manque d'éducation, alors après il faut le dire aussi, hein, on est dans le monde un peu des réseaux sociaux où on entend constamment le tout et son contraire. Un jour c'est A, après c'est B, après c'est C. Un jour c'est noir, un jour c'est blanc, après c'est bleu. Un jour on entend ça, après on entend ça. Est-ce que tu penses pas que le fait également qu'on entende constamment tout et son contraire, je pense que ça aide pas vraiment les gens non plus à choisir, à savoir quoi faire non plus, quoi. Ouais, non, mais il y a déjà ça. Et puis après, enfin, tu vois, d'un point de vue purement sociétal, on a tout à disposition. Tu vois, on a envie de commander un truc, on se le commande, ça va vite. On veut de l'instantané. Il y a aussi toute la notion, tu vois, professionnelle, stress ambiant, etc., Mm, qui joue énormément sur le digestif aussi. bien sûr. Et ça n'aide pas en fait. Ça, enfin, à chaque fois, c'est ça plus ça égale problématique. Bah là, digestive en l'occurrence, parce qu'on en parle. Mais c'est un tout. C'est le côté, on a besoin de quelque chose, on peut l'avoir tout de suite en termes d'alimentation. Enfin, beaucoup plus de produits transformés que forcément il y a 20-30 ans.
Mhm. Aussi, potentiellement moins bonne qualité alimentaire que il y a des années en arrière. Mhm. Et c'est ce qui fait que derrière, après, même les gens, voilà, tu dis un jour il y a une information, le lendemain il y a le contraire. Après, ça va vite, plus lobby, lobby avec des motivations économiques qui Ouais. jouent dans le sens. Moi, je dis toujours, hein, à partir du moment où on voit une pub sur TF1 ou sur les grandes chaînes, c'est ce qu'il faut pas acheter. Donc comme ça, souvent C'est déjà pas mal. ça, Le concept est pas mal, ouais. c'est vrai en plus. Hein, tu regardes, je te jure. Ouais, Mais et ouais, après derrière, c'est des campagnes pour il faut manger équilibré, il faut manger sain. Mais sauf qu'après, les gens ils savent pas non plus comment s'orienter. On les éduque pas entre guillemets, tu vois. ouais, bien sûr, ouais. Et sur ça, je suis entièrement d'accord. Après, oubliez pas que moi, c'est mon avis. Encore une fois, ça n'engage, ce que je dis n'engage que moi. Quand vous entendez une information, vous devez comprendre que, encore une fois, rien n'est noir, rien n'est blanc, tout est gris. Tout est une question, encore une fois, de contextuel. Et ce que vous devez comprendre, c'est que quand vous entendez une information, quand vous lisez, quand vous écoutez, ou bref, ou peu importe, quand vous entendez quelque chose qui semble être pertinent, quelque chose qui vous intéresse, donc là, on va reprendre votre cas de santé puisque c'est le principe de ce podcast-là, mais admettons que vous avez, par exemple, je sais pas, de la résistance à l'insuline. Je prends un sujet comme ça parce que c'est le premier qui me vient. Bon. Première chose, en fait, vous devez vraiment faire en sorte de faire comme un peu un arbre de décision. Posez-vous la question, est-ce que cette information me concerne, oui ou non? Si elle ne me concerne pas, première chose, vous l'oubliez, vous n'en tenez pas compte, ou alors deux, vous pouvez très bien la garder pour votre culture générale, par exemple, pour après en parler avec, peut-être aider quelqu'un qui sera peut-être dans le besoin, par exemple. En deux, est-ce que cette information me concerne? Si elle me concerne, ok, on descend dans l'arbre de décision. Et après, du coup, vous pouvez, vous poser les questions suivantes. Est-ce que je veux appliquer cette information? Est-ce que je peux l'appliquer? Et est-ce que c'est applicable pour moi? Et après, de fil en aiguille, vous arrivez à un arbre de décision qui fait qu'en fait, au final et au fur et à mesure, vous allez vraiment pouvoir tirer plus ou moins votre épingle du jeu et commencer à trouver les informations qui sont les plus pertinentes pour vous par rapport à votre cas de santé, par rapport à votre contexte physiologique, etc., etc. Mais n'oubliez pas que tout ce que vous entendez, faites constamment ça et ça vous permettra vraiment de faire le tri, un premier gros tri sur tout ce que vous entendez à droite et à gauche. Et ça vous permettra, en tout cas, je pense, d'être beaucoup plus pertinent et cohérent dans ce que vous pouvez potentiellement mettre en place pour améliorer votre cas de santé, quoi. Et C'est marrant, toi. vas-y. Ouais, toi tu pensais à la tolérance à l'histamine, moi je pensais au SI, tu vois, Ah instinctivement oui, en disant, oui, aussi indirectement voilà, aussi, oui, t'es oui, un bien peu sûr, le bien sûr. fourre-tout, quoi. T'as mal au ventre, t'as un SI, tu pètes, t'as un SI. Ah non, mais c'est ça, hein, c'est ça. Et à savoir que, tu vois, pour revenir justement sur le microbiote et sur la peau, la qualité de votre microbiote peut être affectée par beaucoup de choses, un SI, un SIBO, de l'intolérance à l'histamine, un IMO, la maladie cœliaque, par une rectocolite hémorragique, par la maladie de Crohn, par différentes choses. Une prise excessive de médicaments, par exemple, peut Mm. amener ça, une prise excessive d'antibiotiques. Alors, je sais pas si c'est le karma ou pas, mais là, tout à l'heure, avant qu'on fasse le podcast, j'étais en appel avec une future personne qu'on aura en suivi. Et elle me disait que tu vois, pendant les premières années de sa vie, quand elle était gamine, parce qu'elle avait beaucoup de problématiques de santé, presque tous les ans, elle prenait pendant des mois entiers des antibiotiques, tu vois. Pendant, je crois qu'elle m'a dit pendant les 10 premières années de sa vie, c'est pas passé une année sans qu'on lui ait pas envoyé des antibiotiques. Aujourd'hui, elle a un système digestif c'est catastrophique, catastrophique. Oh, putain. Ouais, c'est abominable. Donc c'est pour vous dire que il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent venir impacter le microbiote et on sait à quel point, pour revenir sur la peau du cou, à quel point avoir un microbiote en santé, un microbiote de qualité, un microbiote en quantité est important pour la santé de votre peau de manière générale. Et dans tous les cas, avoir un microbiote de qualité est vraiment un pilier de physiologie aujourd'hui. Donc il y aura probablement des podcasts dédiés à ça parce que le microbiote, on peut vraiment faire un sujet. On peut vraiment faire des podcasts dédiés et encore ça serait pas suffisant tellement c'est large, tellement le sujet est ample et tellement le sujet est intéressant. Donc voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais rajouter peut-être par rapport à la peau en elle-même, l'anatomie ou couche de la peau ou pas du tout? Là, c'était plus pour finir sur la structure. On va finir par Ouais. l'hypoderme, ce qui est la couche justement la plus profonde de la peau. Donc elle est composée, ça va être composé par exemple d'un tissu adipeux. Donc ce qu'on appelle des adipocytes en fait, qui Mhm. vont stocker l'énergie sous forme de graisse et d'un tissu conjonctif. Donc tissu conjonctif, c'est pareil, ça va être à base de collagène et d'élastine, et ça va être composé aussi de tout ce qui est vaisseau sanguin, nerfs. Là, celui-là est vraiment l'hypoderme, ça a vraiment une fonction en fait d'isolation thermique. Il faut savoir que ça agit vraiment comme un isolant. Ça permet aussi comme les autres couches, d'amortir et de protéger contre les chocs. Là, il y a un rôle aussi dans le stockage énergétique. Ça a un soutien structurel comme toutes les autres. Et puis voilà, je pense que ça fait déjà pas mal juste pour les Ouais. structures de la peau.
C'est déjà pas mal. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, il y a pas beaucoup de personnes qui le savent, c'est que la peau, en fait, fait partie de ce qu'on appelle. Alors, notre organisme, de manière générale, est composé de est composé de différents systèmes, le système cardiaque, le système reproducteur, etc., etc., etc. Et la peau fait partie de ce qu'on appelle le système tégumentaire, en fait, qui a tout simplement un rôle de protection. Donc, c'est ce que Pascal a dit de par les descriptifs qu'il a fait aux différentes couches de la peau. Mais il n'y a pas que la peau dans ce système tégumentaire. Il y a aussi les ongles, il y a les poils, il y a les glandes sudoripares, il y a les glandes sébacées qui ont tout un rôle de protection par rapport à l'organisme. Donc, on va reprendre par exemple l'exemple des glandes sudoripares, que des fois on appelle les glandes sudorales. Ce sont les glandes, pour ceux qui ne savent pas, qui permettent de sécréter la sueur, qu'on appelle plus communément la transpiration. Et cette transpiration-là, mine de rien, elle a différents rôles parce qu'elle a un rôle de thermorégulation, elle a un rôle d'hydratation au niveau de la peau, mais elle a aussi un rôle immunitaire et un rôle qui est extrêmement important pour la cicatrisation de la peau par rapport aux kératinocytes, etc., etc. Mais on pourrait également citer, encore une fois, les glandes sébacées que tu as très bien mentionné tout à l'heure, qui permettent de sécréter le sébum. Et le sébum a un rôle extrêmement important dans tout ce qui est hydratation de la peau, dans le rôle bactéricide que ça peut avoir. Ça lubrifie le poil également, etc., etc. Et mais ça aussi, le sébum, mine de rien, pour ceux qui ne savent pas, c'est un rôle de protection contre les agressions et contre les chocs également. Ça, il a aussi un rôle de communication au niveau de la peau. Bref, le sébum, pareil, juste améliorer la qualité du sébum, c'est un sujet qui est hyper intéressant parce qu'il est impacté par différentes choses. Et c'est vrai que c'est tout un ensemble en fait qui fait que ce système tégumentaire est important pour notre santé de manière générale. Mais aussi la peau a un rôle qui est majeur aussi au sein de la physiologie, c'est de synthétiser la vitamine D. La fameuse El Famoso vitamine D, qu'on on entend parler tous les ans avec les praticiens et les ampoules. Les ampoules dosées avec des dosages de poney. À X 1008 pour essayer de faire les stocks. Sachez que tu veux peut-être en parler, Pascal, de ça. Je te laisse en parler parce que je sais que c'est un sujet que t'aimes bien. Par rapport à quoi aux ampoules, aux ampoules à X 1008 que les praticiens nous font prendre. C'est pareil. Moi, je préfère toujours lisser une prise. Et de toute façon, je pense que nous, même toi qui habites plus dans le sud, c'est un complément qui est pour moi obligatoire par tous les intérêts que ça peut avoir. Ça travaille en plus en synergie avec le magnésium, mais c'est quelque chose on en a besoin. Mais il y a pas d'utilité à prendre des ampoules avec des dosages à je sais pas combien d'UI. Une consommation quotidienne, ça suffit largement, tout simplement. Exactement. Et c'est ouf, parce qu'il y a beaucoup de papiers en fait qui nous montrent que, alors, de ce qu'on peut lire, il y a certains cas qui prédisposent, encore une fois, à prendre des quantités astronomiques de vitamine D comme ça. Et encore une fois, c'est pas la majorité des cas. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ça. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'encore une fois, les papiers sont très clairs par rapport à ça. Prendre X 1000 UI, la fameuse ampoule que vous prenez, par exemple, une fois tous les 3 mois, ne permet pas, comme tu l'as très bien dit, de lisser et de garder un stock de vitamine D plein sur le long terme. Il faut lisser sa prise, il faut en prendre régulièrement. Il faut en prendre quotidiennement et c'est ça qui va vous permettre vraiment de pouvoir faire en sorte d'avoir les stocks de vitamine D. Et encore une fois, la vitamine D, ça se prend toute l'année. Printemps, été, automne, hiver. Alors, on peut concevoir qu'en été, en effet, surtout si vous êtes régulièrement exposé au soleil, par exemple, on peut en effet revoir le dosage que vous prenez et on peut comprendre que la quantité de vitamine D se voit être diminuée. Maintenant, de manière générale, la vitamine D, c'est toute l'année. Sachez-le, printemps, été, automne, hiver. D'accord, mais restez dans des dosages santé. En France, de mémoire, corrige-moi si je me trompe, mais je crois que c'est aux alentours des 2000-2500 UI, si je dis pas de bêtises. 2000. 2000 UI, voilà, c'est ça, 2000 UI en France. Donc, on se doit de vous donner 2000 UI, même si les papiers nous montrent que, maintenant vous en faites ce que vous voulez, voilà, que un apport plus important serait préférable entre 6000 à certains papiers nous recommandent jusqu'à 10 000 UI. Enfin, moi, en tout cas, des dosages les plus élevés que j'ai pu voir, mais de ce que j'ai pu trouver de mon côté dans la littérature en général, et même dans tout le livre que j'ai chez moi et dans tous les podcasts, etc., que j'écoute, etc. En France, on recommande 2000 UI, mais il semble que la littérature tend et nous pousse à consommer plus. On serait apparemment un dosage optimal serait plus sur du 6000 à 10 000 UI par jour. La vitamine D, bon, on va pas rappeler son rôle, essentiel pour la santé osseuse. Ça, c'est important pour tout ce qui est métabolisme, donc du coup du calcium, du phosphore, etc. Permet hyper intéressant pour travailler sur tout ce qui est Crohn, rectocolite hémorragique, psoriasis également, pour soutenir l'immunité, pour les personnes qui ont de la résistance à l'insuline, pour les diabétiques. Je sais pas si t'as d'autres cas que tu veux citer. Ce qui me venait en tête. Mais après, c'est toujours pareil. De toute façon, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. On en parlera peut-être après aussi quand on va aborder tout ce qui est, les omégas, etc.
tout ce qui est lipides. Enfin, par exemple, tu vois, pareil, on blâme le cholestérol, mais le cholestérol derrière, c'est celui aussi qui va permettre de la fabriquer, tu vois. Bien sûr. La Mais vitamine carrément. D. Donc à un moment, pareil, si on blâme ça, on cherche aussi à, enfin, je sais pas, la personne elle blâme le cholestérol, tout ce qui est lipide en général, et puis qu'on voit aussi peau sèche, eczéma, acné, etc. Des fois, faut pas chercher très loin. Hein. Tout se relie et ça se relie souvent de très près. Ouais, c'est exactement ça. Et en fait, c'est ce que je dis, c'est que très souvent, tu sais, les gens cherchent un peu une solution miracle, un peu une solution un peu exotique, quelque chose qui est un peu sexy entre guillemets. Mais je vous promets que dans la plupart des cas, dans 80-90% des cas, la solution se situe réellement devant vos yeux. Et il faut pas besoin d'aller chercher non plus midi à 14 heures, quoi. C'est vraiment très souvent les choses les plus simples possibles qui vont vous permettre d'avoir les meilleurs résultats possibles, parce que très souvent la majorité des gens n'ont pas la base. En fait, ils cherchent déjà à optimiser quelque chose alors qu'ils n'ont pas la base. Sauf que lorsque tu cherches à optimiser, c'est parce que la base est déjà présente en fait. Et l'optimisation, c'est le fait de pousser la base que tu as mise en place au plus proche possible de la situation entre guillemets optimale pour te permettre de vraiment aller travailler après dans certains cas précis sur des points précis de physiologie, acné, psoriasis, urticaire, peau sèche, problème de cicatrisation, etc., etc., etc. quoi. Donc voilà. Ok, très bien. Donc là, en fait, on va faire exactement pareil que pour la vision. On pourra pas vous donner malheureusement tous les micronutriments pour travailler telle problématique, telle problématique, telle problématique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner principalement des micronutriments qui vont permettre déjà juste d'avoir une peau en santé. Les plus importants, c'est parce que c'est encore une fois avant de travailler la forme, il faut avoir le fond. Et si vous voulez avoir le fond, vous devez vous assurer d'avoir au minimum un apport de tout ce que l'on va plus ou moins citer. Encore une fois, ne cherchez pas absolument à tout avoir parce que ça ne servira à rien, mais cherchez à avoir le plus de choses possible et le corps se chargera de faire le reste. Voilà, c'est ce que vous devez retenir. Donc, la peau, c'est comme la vision. On retient principalement trois grosses problématiques qui vont venir endommager, encore une fois, enfin, la peau, entre guillemets, à trois ennemis. Le premier, c'est tout ce qui est dommage et dysfonctionnement au niveau de l'ADN. Le deuxième, c'est le fameux stress oxydatif que tout le monde connaît et dont Pascal et moi, on fera un podcast spécifique par rapport à ça. Ça sera l'épisode numéro 3. On essaiera de pas trop s'éparpiller parce que là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Ah ouais, voilà, exact. Lui, il va être, lui, il va faire saigner les oreilles, lui. Je pense qu'il y a tellement de choses à dire sur celui-là que voilà. Parce que le stress oxydatif, c'est un sujet qui est vraiment très large. Et enfin, en 3, l'inflammation. L'inflammation aussi, je pense qu'on fera un podcast spécialement dédié à ça parce que l'inflammation, c'est un terme qui est très souvent incompris, où il y a des raccourcis qui sont faits. Mais l'inflammation n'est pas forcément quelque chose que vous devez craindre. C'est quelque chose que vous devez comprendre, encore une fois, parce que des réactions inflammatoires ou l'inflammation, vous en avez tout le temps, en fait, sans même le savoir. Donc, voilà, l'inflammation, je pense qu'on fera un podcast vraiment spécialement dédié à ça parce qu'il faut vraiment comprendre ce qu'est l'inflammation pour être à même de pouvoir mieux l'interpréter, en fait. Ouais. Donc, comme donc voilà. La peau, hein, s'il y a pas d'inflammation, il n'y a pas de cicatrisation. Et exactement, c'est exactement ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la peau, encore une fois, comme Pascal a dit, est composée de beaucoup de nutriments. Ok, donc, du coup, on peut commencer peut-être par ça. Première stratégie à mettre en place, c'est du coup avoir une alimentation qui est riche en protéines. Du coup, la base. La base. Pourquoi? Parce que la peau est essentiellement composée de protéines, donc du coup, le collagène, la kératine, élastine, etc., etc., etc. Donc, dans un premier temps, avant de penser supplémentation, vraiment pensez à avoir une alimentation qui est riche en protéines. Donc, alors, protéines, encore une fois, il y a protéines et protéines. Il y a aussi aujourd'hui un gros débat entre les protéines végétales, protéines animales. Est-ce que tu veux commencer dessus, peut-être, Pascal? Comme ça, on fait un rapide point là-dessus. Par rapport aux protéines. Ouais, animales et végétales. Ouais, après c'est plus les protéines animales sont dites quand même sont plus complètes en termes de chaîne d'acides aminés quoi. Ouais. Est-ce qu'il faut qu'on ouais, vas-y. Ouais, non, après en termes d'assimilation pure après moi je suis plus quand même quand il y a des problématiques aussi physio, je suis quand même plus partisan d'avoir une alimentation avec protéines animales aussi quoi. Bien sûr, oui. Alors après, ce qu'il faut comprendre encore une fois, c'est que et c'est quelque chose qui me semble qu'on avait dit, je crois, dans le podcast sur la vision. On n'est pas là pour remettre en cause vos choix éthiques. Okay, chacun a son choix éthique et si vous êtes d'accord avec ça, il y a vraiment aucun problème. Il faut juste comprendre que l'alimentation végétarienne et à un certain extrême l'alimentation végane demande certains prérequis. Et c'est pas une alimentation qu'on peut forcément laisser dans toutes les mains puisque chaque type d'alimentation a ses plus et a ses moins, il faut savoir, mais l'alimentation végane, malheureusement, est végétarienne. Alors, végétarienne, encore une fois, ça dépend de comment vous allez le pratiquer, parce que
Tout le monde pratique un peu à sa sauce. Mais à partir du moment, dans tous les cas, où vous consommez au moins des œufs et du poisson, techniquement, vous êtes plutôt safe. Hein. Donc, c'est plus en effet pour l'alimentation végane. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que peu importe que vous ayez des acides aminés qui proviennent majoritairement de l'alimentation végétale ou de l'alimentation animale, à quantité égale d'acides aminés, d'accord, et à condition d'avoir tous les acides aminés présents dans l'alimentation que vous allez avoir, les protéines animales ne sont pas supérieures aux protéines végétales et inversement, d'accord, à condition que vous ayez tous les acides aminés qui composent, j'entends bien, et à condition de les avoir aussi en quantité, puisque pour rappel, et pour ceux qui ne savent pas, il y a ce qu'on appelle les acides aminés essentiels qui sont importants pour synthétiser d'autres acides aminés et chacun des acides aminés a besoin de l'autre pour en synthétiser d'autres et apporter des effets de physiologie. D'accord? Et la peau est extrêmement demandante en termes d'acides aminés pour travailler sur la qualité de la peau de manière générale, la santé de la peau, l'élasticité, la cicatrisation, l'hydratation, etc., 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 quoi. Donc, peu importe que vous soyez vegan, végétarien ou omnivore, vous devez vous assurer d'avoir tous les acides aminés en quantité et qui soient absolument tous présents pour soutenir encore une fois la peau. Ok. Il y a beaucoup de nutriments qui sont intéressants également. Mais tu veux parler peut-être des lipides pour la peau? C'est ce que tu as cité par rapport aux différentes couches. Voilà, déjà tout ce qui est, enfin les oméga 3, c'est assez incontournable. Hein. C'est ce qu'on retrouve du coup dans tout ce qui est poisson gras, graines de lin, etc. Ça, c'est surtout par rapport aussi aux bienfaits anti-inflammatoires, Bien au sûr. travail sur tout ce qui est, enfin, circulation sanguine. Vu qu'on a vu tout à l'heure justement que il y avait besoin aussi et que ça pouvait être très intéressant pour optimiser de travailler sur la circulation sanguine. Les oméga 3, je trouve ça quand même très incontournable. Après, ça rejoint aussi, tu vois, par rapport à tout ce qui est vitamine D, etc. Mmh. Les deux finalement vont bien s'entendre. Donc voilà. Ouais, et moi je te rejoins entièrement. C'est vrai que du coup, autre micronutriments par exemple que vous pouvez utiliser pour améliorer la qualité de la peau, c'est les oméga 3. Alors il y a aussi les oméga 6, les oméga 3, c'est ce qu'on appelle l'acide alpha-linolénique parce qu'il y a aussi l'autre acide alpha-linoléique qui sont les oméga 6. Donc linolénique avec un N quand c'est les oméga 3 et linoléique quand on parle des oméga 6. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous partez des oméga 3, vous allez avoir deux sous, entre guillemets, oméga 3 qui vont se faire. Il y a ce qu'on appelle l'EPA et le DHA. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que juste pour passer de l'acide linolénique à l'EPA, il y a besoin d'énormément de micronutriments pour, juste pour faire la conversion sur ces deux-là. Et c'est beaucoup de micronutriments que vous pouvez retrouver encore une fois pour la qualité de la peau. La B3 par exemple, ça Pascal, je pense que tu seras d'accord avec Oui. moi, tout ce qui est niacine, etc. Mais pour passer des oméga 3 à l'EPA, on a besoin de B3, on a besoin de B6, on a besoin de vitamine C, on a besoin de magnésium, on a besoin de zinc, juste pour faire de l'EPA. Et après, le corps passe de l'EPA au DHA. Donc déjà, il y a et c'est pour ça encore une fois qu'on vous encourage vraiment à avoir, et dans toute problématique de physiologie au passage, hein, à avoir l'alimentation la plus diversifiée, la plus quantitative, la plus qualitative et la plus variée possible pour être sûr d'avoir tous les micronutriments dont vous avez besoin, quoi. Oui. Et les oméga 3, l'avantage, c'est que vas-y. Ouais, les lipides, de toute façon, en règle générale, ça va servir pour énormément de choses. Hein. On l'a vu pour la vue. Là, on en reparle pour la peau. On va en reparler pour tout ce qui est milieu pro-oxydant, etc. Bien sûr. Ça revient à chaque fois. Bien sûr, bien sûr. Et l'avantage, c'est que les oméga 3 ont un rôle de photoprotection qui permet justement qui est la capacité, en fait, d'un agent à protéger la peau contre des radiations. Donc, on pense notamment aux UV, par exemple, hein, qui sont malheureusement de plus en plus problématiques. Et surtout si vous faites quelqu'un qui fait beaucoup d'UV, faites gaffe. Ok, faites gaffe parce que ça peut être problématique aussi si vous faites pas attention, quoi. Donc, il y a beaucoup de nutriments, encore une fois, et d'autres composés bioactifs présents dans les aliments de manière générale et dans l'alimentation qui vont justement retarder et soulager ce stress oxydatif et cette inflammation. Et en fait, le problème, c'est que tout ça va accélérer le vieillissement cutané et ça peut donc du coup amener des problématiques de peau, une peau plus sèche, une peau qui cicatrise moins bien, une peau qui est moins bien hydratée, une peau qui a un aspect visuel beaucoup moins beau, etc., etc., etc. Quel est, selon toi, quel est l'autre micronutriment, par exemple, que tu utiliserais, par exemple, pour améliorer la qualité de la peau, par exemple? Le zinc. Le zinc, pourquoi le zinc du coup? Bon, pareil, c'est comme je trouve la vitamine D puis le magnésium, ça agit vraiment sur tout. Là, ça rentre en jeu pour tout ce qui est cicatrisation, Ok. soutenir donc tout ce qui est processus de cicatrisation. Ouais. Ça permet aussi de travailler sur des problématiques comme tout ce qui est acné, etc. Ok. Très bien. Donc voilà, ça c'est pour moi le deuxième incontournable sur des
enfin, quand on veut travailler sur la peau et ses problématiques. Donc pour toi, c'est le zinc. Donc juste pour rappel, alimentation riche en protéines. Juste pour faire un petit bilan de ce qu'on a fait. Alimentation riche en protéines, alimentation riche en lipides de qualité, cholestérol, oméga 3, mais aussi au passage oméga 6. J'ai pas pensé à les citer, mais oméga 6 très important pour la qualité de votre peau. En 3, oméga 3. En 4, le zinc. Et la vitamine D aussi, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, indirectement. Oui. Ok. Moi, je mettrais la vitamine A. On en a parlé pour la vision également. Oui, il y a ça. Donc peut-être que tu feras si tu veux une partie par rapport à ça, parce que la vitamine A et le zinc se complémentent fortement, notamment pour travailler sur les problématiques comme l'acné par exemple. Moi, j'avais parlé d'un caroténoïde. Donc, si vous voulez savoir ce qu'est un caroténoïde, on en a parlé dans le podcast sur la vision. Pour la faire très, très bref, il y a 2 types de vitamine A. Il y a le rétinol et ses dérivés, et il y a les caroténoïdes et les dérivés. Et là, donc, du coup, on va parler de l'astaxanthine, qui est un caroténoïde qui est extrêmement intéressant pour travailler sur tout ce qui est élasticité de la peau, sécheresse de la peau, aider la peau à se protéger justement contre ces radiations et protéger la peau contre les UV. L'astaxanthine, en fait, c'est un caroténoïde, en fait, comme la fucoxanthine, pardon. C'est principalement ce fameux pigment rouge que vous allez retrouver dans le saumon, dans le krill, par exemple. Et c'est un caroténoïde qui a montré des effets extrêmement aussi intéressants pour la santé oculaire de manière générale et qui a montré également des effets extrêmement positifs sur le fait de protéger la peau par rapport à ce fameux stress oxydatif. Ayez une alimentation riche en vitamine A, riche en caroténoïdes également. Ça vous permettra de vous protéger la peau, quoi. Donc voilà, tu veux parler au niveau régulation, ça permet aussi de réguler tout ce qui est production de sébum. Donc, comme tu as dit, tout ce qui est protection. Et donc, ça prévient aussi potentiellement de tout ce qui est éruption cutanée. Ouais. Très bien. Est-ce qu'il y a un autre complément un autre micronutriment, pardon, pas complément, micronutriment que tu voudrais mettre en liste, par exemple? Après, il y a tous les, on pourrait faire une grosse liste de tout ce qui va être anti-inflammatoire, antioxydant, tout ce qui est curcuma, tout ce qui est. Enfin, après les omégas rentrent aussi en rôle. Enfin, ont aussi un rôle là-dedans. Mais la curcuma, tout ce qui est thé, l'aloe vera. Tu vois, tu parlais de oméga 6 typiquement. Il y a tout ce qui est huile d'onagre, donc qui est hyper riche, qui est très très bon pour les problématiques de peau ou autres, tout ce qui est SPM, etc. entre autres. Ok. Vitamine E aussi. Au niveau des antioxydants. Après, il y a plusieurs choix possibles. Ça dépend aussi même des budgets de chacun aussi. Faut voir. Bien sûr. D'où d'abord le fait de mettre en place d'abord l'alimentation et après la supplémentation, quoi. Voilà. Mais après, dans cette partie-là, il y en a quand même pas mal aussi possible. Ouais, donc en fait, on en revient toujours, encore une fois, à diminuer le stress oxydatif indirectement, parce qu'encore une fois, il est très problématique parce qu'indirectement, il va venir accentuer le vieillissement de la peau. Et donc, du coup, vraiment avoir une alimentation qui est riche en antioxydants, c'est vraiment un pilier, encore une fois, pour vraiment avoir une peau en bonne santé. Tu vois, tu as cité tout ce qui était vitamine E, etc. Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup utiliser, c'est les extraits de cacao qui contiennent des flavonols. Pour ceux qui ne savent pas, les flavonols sont des flavonoïdes. En gros, c'est des composés antioxydants qui font partie des plantes. Et le cacao a 2 flavonols très intéressants. C'est l'épicatéchine et la catéchine qui ont montré, encore une fois, des bénéfices antioxydants qui contribuent encore une fois à la photoprotection au niveau de la peau et qui encore une fois sont extrêmement importants au maintien de la peau et à la santé de la peau. Et l'ingestion de cacao riche en flavonols, vous pouvez très bien trouver ça sous forme de supplémentation ou mettre tout simplement du cacao dans votre alimentation pour justement renforcer cet aspect photoprotecteur, pardon. Mais l'avantage du cacao, c'est que ça aussi, c'est extrêmement intéressant pour les personnes qui ont des problèmes de circulation sanguine également. Donc ça marche très très bien pour augmenter le flux sanguin, etc. Et comme l'a dit Pascal tout à l'heure, il y a différentes couches au niveau de la peau. Il y a l'épiderme, l'œdème et l'hypoderme. Et l'hypoderme est extrêmement dépendant et demandant sur le fait d'avoir une bonne circulation sanguine, parce que encore une fois, le fait d'avoir une bonne circulation sanguine est quelque chose qui va vous permettre tout simplement d'avoir un apport en micronutriments qui soit tout simplement le plus optimisé possible, quoi, le plus optimisé qui soit, quoi. Mais aussi le cacao a montré aussi des effets extrêmement intéressants sur le fait de diminuer tout ce qui est rugosité au niveau de la peau, tout ce qui est desquamation, le cacao, c'est vraiment, en tout cas, les flavonols et les flavonoïdes de manière générale, en tout cas, sont vraiment très intéressants pour la santé de la peau, quoi. Faut que tu dises ça. Après, tous ceux que j'en suis, ils vont faire de la réclamation pour faire du cacao partout. Ils vont s'inventer. Et on dirait, Pascal, il ne donne pas de chocolat. Je comprends pas. Saleté. Ah non, mais c'est ouf. Hein. Mais vraiment, tu vois, on en parle souvent encore une fois, mais le chocolat est un aliment qui est tellement intéressant sur tellement d'aspects. Que ça soit pour diminuer tout ce qui est excitabilité, pour diminuer le stress, pour ses effets antioxydants. Le chocolat, comme des graisses intéressantes, ça, il faut quand même le dire.
Qu'est-ce que tu dirais aux personnes, par exemple, enfin, on fait un petit aparté, mais qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui sont constamment en train de blâmer tel aliment, tel aliment, tel aliment pour des fois pour des raisons qui sont absolument pas valables, quoi. Bah, déjà, je trouve que l'alimentation, elle a deux rôles. Elle a un rôle qui est physio et il y a un rôle qui est émotionnel. Et à un moment, tout part aussi enfin, il y a aussi la notion c'est la quantité qui fait le poison. Tu vois, manger un peu de chocolat ou fracasser les 3 tablettes, forcément, il y Oui. a une différence. Et, et après, enfin, on peut pas blâmer parce que chacun va avoir un peu son adhérence par rapport à une alimentation, etc. Et on sait aussi que c'est l'adhérence qui permet de faire en sorte que les personnes elles puissent suivre un plan, une programmation sur de long terme. Et surtout nous, où on a beaucoup de personnes avec des problématiques physio, on sait très bien que notre pire ennemi, souvent, c'est le temps et Mm. des fois l'impatience des gens. Donc, Ah, plus tout à on fait, oui. adhère, pourquoi on se priverait de mettre un truc qui donne du plaisir aussi, qui, là, comme le chocolat, qui en plus de ça, il y a la notion plaisir, mais il y a aussi la notion intéressante au niveau micronutriments. Pourquoi, Sûr. du coup, on se priverait de le faire par rapport à tout ce que je viens de dire, quoi. Non, mais c'est clair. Et encore une fois, n'oubliez pas que l'alimentation que vous allez mettre en place et que vous pouvez mettre en place sera avant tout dictée par votre adhérence. Déjà, ça, c'est la première chose. Mais encore une fois, en fait, c'est ouf parce qu'on on fait constamment que de répéter ça, mais on a l'impression que le message ne passe pas. Que, encore une fois, vous devez comprendre qu'aucun aliment n'est interdit à partir du moment où votre contexte de santé et votre cas de physio vous le permet, en fait. Et aussi si votre adhérence vous le demande également. Donc, moi, il y a un exemple que je prends très souvent qui est, je crois qu'on en avait parlé, c'est par rapport au FODMAP. Oui, c'est ça, dans le podcast sur la Oui, vision, on en avait parlé, où on disait que, ben, ouais, il y a la situation optimale qui, normalement, qui est que, ben, on devrait, dans certains cas de SI, par exemple, on doit faire un protocole au FODMAP. C'est pas qu'on ne veut pas, c'est que pour l'instant, on ne sait pas faire autrement parce qu'on ne peut pas faire autrement parce que la recherche n'a pas plus avancé que ça. Enfin, du moins, voilà. Même si c'est sujet à discussion, et il y a beaucoup je sais pas si tu as vu passer ça, mais il y a beaucoup de papiers qui passent et qui sont en train un peu de remettre un peu en cause l'alimentation low FODMAP pour le SI, sur le fait qu'au final, ce serait peut-être pas si bénéfique que ça, mais jusqu'à preuve du contraire, enfin, les résultats que bon, on peut sur voir le sont terrain, en plutôt, tout cas, ouais. voilà. Alors, et en fait, c'est ce qu'on disait, c'est que c'est là où je voulais en venir, c'est que il y a la situation optimale qui fait que normalement vous devriez être en protocole low FODMAP si votre cas, encore une fois, vous le demande et vous y prédispose. Mais si vous n'adhérez pas à ça, le but est tenter de trouver le meilleur compromis, en fait. Et il n'y a pas d'aliment interdit parce que même si c'est pas parfait, si vous avez l'adhérence, on sait que derrière nous, on arrivera à vous garder sur du long terme en fait et à faire en sorte que vous respectiez. Si vous respectez sur du long terme, on est gagnant. Tout le monde est gagnant. Le coach est gagnant et vous ensuite vous êtes également gagnant parce qu'on arrive tout simplement à améliorer la problématique en fait. Oui. Donc retenez bien qu'aucun aliment n'est interdit à partir du moment où votre adhérence vous y prédispose et à partir du moment où votre contexte de santé, votre contexte de physio vous demande vous permet de l'avoir tout simplement quoi. Est-ce qu'il y a un autre, donc là on a parlé du chocolat, etc., donc du cacao. Est-ce qu'il y a un autre complément qui te vient en tête, un autre, pardon, micronutriment qui te vient en tête, pardon? Tout ce qui est vitamine D, on en avait parlé. Comme ça, à chaud. Enfin, vitamine C aussi. Bon, après, c'est pareil, ça fait partie de tout ce qui est antioxydant. Ouais. Moi, j'aimerais Je sais qu'on pas si... parle de la, regarde, tu vois, ça me fait penser, là, tu viens de parler du système antioxydant. La Q10, Ah bah oui, oui, la aussi. Q10, si elle a pas un rôle central. Alors, on en a aussi parlé dans le podcast sur la vision, sur le fait que la vitamine C est vraiment un pilier central du système antioxydant parce qu'elle permet de recycler les autres vitamines, etc. En gros, pour faire très simple, faire en sorte que la vitamine E, etc. retourne un peu à la charge. Bon, bref, on vous laisse écouter le podcast pour savoir de quoi il en retourne. Mais la Q10 est un complément, je trouve, incroyable à utiliser dans tous les sens du terme pour la production d'énergie, pour le système antioxydant. Alors peu importe que tu veux peut-être parler de la forme ubiquinol avec un L et ubiquinone avec un NE à la fin. À chaque fois, Pour les deux, je les confonds. Je sais qu'il y en a une qui est mieux disponible, mais qui est plus fragile, et c'est inversement. Mais à c'est chaque fois, c'est vrai que l'ubiquinol, c'est voilà. l'ubiquinol qui est plus fragile et ouais c'est ça. Et de ce qu'on peut lire dans les papiers, c'est que en fait ouais il y a les deux formes qui s'affrontent, ubiquinone avec un N et un E à la fin et ubiquinole avec un L à la fin. Après, c'est qu'une question de jeu de mots, hein, parce que ce qu'on peut lire dans tous les cas à la fin, les deux sont tout Mais aussi avantageux l'un que l'autre, voilà, pour refaire remonter un taux de Q10. Tu utilises beaucoup toi la Q10 par exemple? ouais, quand même. Ouais, dans quel Je cas tu trouve que l'utilises? tout ce qui est problématique de fatigue, et surtout fatigue mitochondriale, mais même fatigue, fatigue aiguë, fatigue chronique.
mais surtout fatigue mitochondriale, vu que ça va agir vraiment production d'énergie. Dans la mitochondrie, c'est là où se fabrique en fait l'énergie, Ouais. l'ATP. Donc c'est vraiment pour avoir une action à ce niveau-là. Mais après derrière, voilà, il y a le bienfait aussi antioxydant. Et pour le coup, moi je trouve que c'est trop sous-coté la Q10. Ouais, de ouf. Et tu sais que moi, il y a deux autres cas qui me viennent en tête. Alors, comme tu l'as dit, la Q10 a un rôle crucial dans la production d'ATP. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'ATP, c'est vraiment la forme d'énergie pure que l'organisme utilise pour fonctionner. C'est ce qu'on appelle de l'adénosine triphosphate. Moi, il y a deux cas qui me viennent en tête. C'est les personnes qui sont sous statine. Parce que la synthétisation de la Q10 dépend fortement de la synthétisation du cholestérol. Et quand vous regardez un schéma physiologique de synthétisation du cholestérol, vous allez voir qu'à un moment, ça se sépare un tout petit peu avant que le cholestérol soit créé, et à un moment ça se sépare et la Q10 est faite en même temps. Donc pour toutes les personnes qui prennent des statines, qui est un médicament hypocholestérolémiant qui vise à faire baisser les taux de cholestérol, vu que vous en avez moins directement, pour créer la Q10 c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Et il y a un autre cas qui m'y fait penser également, c'est les personnes sous chimie. Bah Où il oui, y a avec beaucoup moins de les, cholestérol. ouais, Ouais. ouais, Les exact. personnes sous chimie, quand vous prenez de la chimie, le taux de cholestérol, on va dire que vous n'êtes pas trop copain avec ça, notamment les taux de HDL, mais un taux de Q10, avoir un bon taux de Q10 c'est hyper important pour vous, pour encore une fois pour réduire et peu importe ce que vous allez dire, la chimie et physiologie. Bon, c'est un sujet qui est très complexe, mais n'oubliez pas que par définition, la chimie n'est qu'une extension de la physiologie. Elle permet vraiment d'emmener la physiologie à son paroxysme. Mais n'oubliez pas que la prise de chimie est un stress énorme pour l'organisme, Ouais. dans tous les sens du terme, que ce soit pour le digestif, pour le foie, etc. Et vu que et très souvent une baisse du cholestérol est très souvent constatée au niveau de la chimie, enfin en tout cas quand vous prenez la chimie, donc la prise de Q10 en général est plutôt recommandée quoi. Ouais. Tu, je sais pas si tu fais souvent analyser toi les taux de Q10. Je l'ai quand même souvent, oui. Est-ce que c'est pas l'un des marqueurs qui vaut hyper cher et que ça C'est après, ouais, j'essaye, ça dépend du budget de la personne, ouais. mais ouais, il est pas donné quoi. Je crois que c'est au minimum, je crois que c'est 100 balles, non, minimum de mémoire, non? J'aurais dit 80, ouais, 90, C'est dans ces eaux-là, je crois, il me semble, hein. mais c'est indécent. Ah, c'est un délire, hein. C'est un marqueur qui vaut hyper cher. C'est pour ça que, est-ce que ça peut être intéressant d'aller checker les taux de Q10? Bon, j'ai envie de dire que si vous avez le budget pour, bon, ok. Mais honnêtement, en général, de manière générale, les gens en ont trop peu pour ce qu'ils devraient en avoir. Donc voilà quoi. Est-ce qu'il y a un autre complément qui te vient en tête? Parce qu'on en a déjà cité pas mal. Donc, Euh, pour rappeler, donc on a fait, euh, Tout ce qui est oméga 6, 3, ouais, vitamine D, vitamine D, le euh, zinc. ouais. Ah si, on peut parler du collagène, je pense aussi. Ah oui, le collagène, le famoso. Alors, qu'est-ce que tu peux dire sur le collagène, du coup, parce que c'est vrai que tu vois, tout à l'heure, Ouais, on parlait des probiotiques, un peu la hype. Là, c'est mm, le collagène. Enfin, en fait, c'est ouf parce que je trouve que le collagène, il y a une hype, ça redescend. Il y a une nouvelle hype, ça ouais. redescend. Il y a une nouvelle hype, ça redescend. Qu'est-ce que toi, tu penses, du coup, sur le fait que il faut prendre parce qu'on entend beaucoup de choses sur le fait que le collagène apparemment, se supplémenter, pardon, au collagène serait intéressant pour améliorer la qualité de la peau. Qu'est-ce que toi, tu dirais par rapport à ça? Moi, je pense que c'est surcoté pour le coup, trop surcoté. Dans la mesure, alors déjà le collagène, à un moment, il y avait aussi la petite guéguerre collagène marin, bovin, c'est Ouais. kiff kiff, hein, c'est pareil. Euh, pour moi, c'est surcoté dans la mesure où en fait, on a tellement de pistes aussi avant à pouvoir aller explorer entre tout ce qui est antioxydant, anti-inflammatoire, etc. Et c'est quand même un budget aussi, hein, le collagène, hein. On va pas se mentir. Hmm. Et Bien je trouve sûr. pas que c'est non plus prioritaire euh, d'avoir ça en fait quand on travaille sur une problématique de peau. Non, mais moi, je suis entièrement d'accord. En fait, le problème, c'est que, ben, pour ceux qui ne savent pas, Pascal et moi, tu sais, on lit beaucoup tout ce qu'il y a sur PubMed, etc., etc. Enfin, on essaie vraiment de poncer le truc et à chaque fois, en fait, la recherche est très mitigée par rapport à ça. Quand on est réellement objectif avec la littérature, un moment c'est oui, un moment c'est non, un moment c'est utile, un moment ça montre des effets incroyables, un moment c'est 50-50. Donc en fait, on est toujours d'un côté ou l'autre de la barrière. Et pour le moment, en tout cas, il n'y a pas. Et et j'insiste, hein, quand on est réellement objectif avec la littérature, bon, c'est pas Alors oui, la peau, pardon, est composée de collagène, mais c'est pas parce que la peau est composée de collagène qu'il faut forcément en prendre non plus pour améliorer la qualité de la peau. En fait, c'est ça que vous devez comprendre. Et quand on lit la littérature de manière vraiment objective et qu'on essaie vraiment qu'on essaie vraiment d'être objectif avec tout ça, ben ouais, c'est pas. Enfin moi personnellement, dans ce que je lis, c'est pas non plus foufou, hein, perso. Hein. Ça casse pas trois pattes à un canard, comme on dit.
Et Bah, c'est c'est comme en clair, fait hein. le collagène pour la peau, c'est comme les probiotiques pour le digestif. Hein. Exactement, Il y c'est a ça. trop, il y a trop de choses en fait à aller voir et les gens voient ça comme trop un produit miracle, peau, etc. Mm. Alors ouais, c'est à partir du moment où il y a des cellules collagéniques, bah oui, ça potentiellement sur le papier ça pourrait être utile, sauf qu'à chaque fois c'est pareil, c'est fait un peu raccourci. Ouais, je pense que c'est pareil et c'est pour ça qu'encore une fois, n'oubliez pas que arrêtez d'essayer de prendre à chaque fois tout et n'importe quoi. Alors attention, je pense que le collagène reste quand même un bon complément malgré tout, mais voilà, encore une fois, il y a aussi une question de budget parce que si vous faites pas attention, le budget complément peut rapidement exploser. On l'a déjà vu avec nos chers amis médecins fonctionnels qui donnent des protos à je sais pas combien là. Ah ouais, non, mais ça me rend ouf. Et croyez-moi que le budget peut très rapidement monter. Et le but enfin, l'intérêt de mettre en place un stack de compléments, c'est que vous pouvez le tenir sur le long terme. Si vous prenez que un mois, vous tirez jusqu'à 3 mois et après vous pouvez plus parce que vous avez plus les finances, en fait, il n'y a pas vraiment d'intérêt à ça. Puisque le but d'un stack de compléments alimentaires est de vous tenir dans le temps pour que vous puissiez profiter des effets physiologiques, encore une fois, amenés par ça. Donc, est-ce que le collagène est un complément à prioriser pour la peau en sachant que c'est 50-50? Bon, voilà. Au prix du collagène, je peux dire qu'on peut acheter du magnésium, du Ouais. zinc, de la vitamine D facile. Hein. Ouais, et ça coûte combien le pot déjà? C'est quoi? C'est 30-40 balles, je crois, hein. C'est entre 40, ça varie, mais t'en as 60 balles facile. 60. Ah ouais, non, c'est un délire. 50, entre 40 et 60, t'en as, oui. Oh, et vous vous rendez compte que pour 60 €, honnêtement, vous pouvez avoir un stack qui est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus ciblé en plus de ça, et beaucoup plus pertinent par rapport à votre cas de santé, quoi. Imagine Puis, 60 € dans un budget ouais. moyen d'un portefeuille d'aujourd'hui, hein. C'est énorme, hein. Puis, première question qu'on va se poser, est-ce que, ok, j'ai une problématique de peau, ok, est-ce que j'ai besoin de collagène ou est-ce que ce serait pas plus intéressant juste d'augmenter ma portion de lipides et puis de protéines? Ou d'augmenter, par exemple, la quantité d'eau, simplement. Voilà. Ouais, à Parce que chaque la fois, on n'en peau, ouais. parle pas, mais Bah, c'est vrai, hein. voilà, Et pour nous, c'est tellement logique. ben oui, non, mais c'est vrai. En plus, c'est très con, mais pour nous, c'est tellement évident que n'oubliez pas que votre peau est aussi composée d'eau, comme la majorité de notre corps, mais l'eau est tellement importante pour et croyez-moi que buvez en quantité. Combien de fois, soyez honnête, Pascal, combien de fois aujourd'hui on voit en suivi des personnes qui me disent qu'elles boivent que un verre par jour ou une demi-bouteille d'eau par jour, quoi. Soyez honnête. Ah, au début, quand les personnes commencent, ouais, il y en a pas mal hein, quand même. Hein. Ah, mais c'est ouf, Il y en a hein. pas mal. En plus, c'est incroyable parce que tout le monde sait que l'eau est un composant hyper important pour notre organisme et pour la bonne santé de notre corps. Autant, c'est je pense, l'un des composés les plus sous-estimés, que ce soit au Mm. niveau digestif, au niveau de la peau, au niveau de la cicatrisation, au niveau de l'effort en lui-même, de la récupération, de tout un tas de choses. Mais la première chose si vous voulez améliorer la qualité de votre peau, avant de d'acheter du collagène à 60 balles, mais buvez, tout simplement. Buvez La de l'eau. cristalline. Voilà. La Moroku, il y a les promos Roku peut-être qui écouteront. Bref, buvez de l'eau. Buvez de l'eau et ça sera que bénéfique, quoi. Et après, sur d'autres aspects aussi, hein, sur tout ce qui est assimilation aussi des micronutriments, n'oubliez pas que l'eau est extrêmement important, qu'il y a constamment des échanges d'eau, hein, voilà, entre la circulation sanguine des cellules et le fait d'avoir des taux d'hydratation optimum, pardon, mais permet tout simplement d'améliorer votre assimilation aussi, quoi. Donc, pensez à vous hydrater, c'est hyper important. Est-ce qu'il y a encore peut-être, parce qu'on est déjà quand même à 50 minutes, peut-être un ou deux micronutriments dont tu voudrais parler? Euh, Bah après, c'est tout ce qui est, enfin, là comme ça, j'en vois pas spécialement. J'avais parlé tout ce qui est aloe vera, je Non, sais plus. non, de mémoire, non. Peut-être dans tout ce qui est, enfin, aloe vera, tout pour les propriétés, enfin, au niveau pour la cicatrisation. Ouais, Donc ça, pareil, plus en application locale. Hein. Il y a d'accord. pas, voilà, donc en gel sous forme de gel. Ouais. Moi, il y a un complément qui est très connu. Enfin, je sais pas s'il est très connu, peut-être que tu en as déjà entendu parler, c'est ce qu'on appelle le lipo-wheat. LIPOWHEAT. C'est un ingrédient qui est 100% végétal. Je crois que de mémoire, c'est un dérivé du blé, si je dis pas de bêtises. Et c'est un complément qui est extrêmement intéressant pour améliorer l'hydratation de la peau et pour réduire tout ce qui est peau sèche, profondeur des rides et restaurer tout ce qui est aussi la restauration des niveaux de céramide, etc. Mais le lipo-wheat est normalement un complément que vous trouvez, et je sais plus si c'est une matière brevetée ou pas. J'avoue que je sais plus.
À vérifier, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais le lipo-8, vous pouvez en prendre, ou du moins si vous trouvez un complément avec du lipo-8, LIPOWHEAT, c'est un complément qui est extrêmement intéressant à utiliser pour l'hydratation de la peau, quoi. Mais honnêtement, je pense qu'on est pas mal, hein. Est-ce que tu veux faire un petit rappel de tout ce qui a été dit, peut-être? Comme ça, on est bon? Au niveau supplément ou Ouais, au au niveau niveau de tout ce qu'on a dit, comme ça, au moins, on refait un rapide récap, parce que comme c'était un peu éparpillé un peu partout. Donc déjà, oubliez pas que tout ce qui est la peau va être constitué de plusieurs couches qui vont avoir à chaque fois leur rôle. Les problématiques au niveau, par exemple, peau, acné, eczéma, peu importe, c'est toujours pareil, une conséquence à quelque chose, problématique digestive, problématique au niveau, je sais pas, insuffisance veineuse, etc., milieu pro-inflammatoire ou oxydant, et que c'est très demandant en micronutriments de manière générale. L'hydratation, elle est très centrale, que ça soit pour cette problématique, enfin la santé de la peau ou la santé d'autres choses. On l'a vu dans la santé oculaire aussi. C'est c'est très central. Et après, vous pouvez vous orienter vers tout ce qui est de l'ordre enfin, protéines, lipides, de manière générale. Les lipides oméga 6, oméga 3 pour des propriétés aussi anti-inflammatoires, circulation sanguine, etc. Vitamine D, c'est le classique pour la Ouais. peau. Vitamine C, vitamine E. Bah après vitamine E, moi je suis pas un fan de. C'est trop. Je trouve que c'est trop fragile la vitamine E en supplément pur. Ok. Après, on en retrouve largement dans la nutrition, hein, tout ce qui est noix, les graines, les huiles Ouais. végétales, etc. Moi, il y a quelque chose que j'aime bien utiliser pour la vitamine E, c'est la vitamine E, à condition, encore une fois, que vous la digérez bien, c'est l'huile de germe de blé, qui est très riche en vitamine E. Donc, encore une fois, il faut avoir la capacité digestive pour, mais si jamais vous l'avez, c'est extrêmement intéressant pour travailler sur des taux de vitamine E, quoi. Après, on peut s'orienter aussi sur tout ce qui est collagène. Pas collagène, qu'est-ce que je dis, zinc. Alors, on vient de le Et toi, t'as blâmer. envie qu'on les envoie au bûcher? On dirait, il est bête, lui. Oh, je m'appelle Pascal, ça. Vitamine du groupe B, ça c'est un classique, pareil pour tout. Et qu'après on avait, bah, après tout ce qui va être de l'ordre de tout ce qui est anti-inflammatoire, antioxydant. Donc, enfin, vitamine E, vitamine C. On a quoi? J'en avais parlé de quoi d'autre? On a parlé de Curcuma, la vitamine A et des dérivés, donc la vitamine vitamine A A, dérivée. l'astaxanthine aussi, donc tout ce qui est dérivé de caroténoïdes, Ouais. le zinc Et, également, très important. et aussi tout ce qui est les thés verts par exemple, qui sont riches Mm, en polyphénol. exactement. Moi, j'ai cité l'extrait de cacao qui est riche en flavonol, qui est un flavonoïde. On a parlé de la cuisse aussi. Oui. Oméga 3, ça tu l'as dit. La vitamine B. Alors, pour terminer sur la vitamine B, je pense que très souvent, la vitamine B que l'on peut retrouver, qui est la plus connue, en tout cas pour son effet sur la peau, c'est la B3, c'est la niacine, qui est utilisée, qui peut être intéressante pour travailler sur les rides, l'élasticité de la peau, pour permettre de travailler sur une hyperpigmentation et pour travailler sur la qualité de la peau de manière générale. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre surtout, c'est que chacune des vitamines du groupe B va agir en synergie les unes avec les autres. Donc c'est pour ça que la vitamine, si vous devez prioriser une vitamine B, c'est la B3. Mais moi, je vous conseille plus de prendre un complexe de vitamine B, à condition, bien sûr, que vous ayez besoin des autres. N'oubliez pas de checker avant parce que certaines vitamines B en trop forte quantité peuvent être un peu problématiques. Donc, attention à ça aussi. Mais la vitamine B3 est intéressante, mais toutes les vitamines du groupe B, puisqu'encore une fois, elles vont agir en synergie les unes avec les autres, quoi. Donc voilà, quoi. Le lipo-8 aussi, dont on a parlé tout à l'heure. Pardon, j'ai eu un petit roulant pendant depuis tout à l'heure, je le retire, j'en peux plus. Il était au fond de la gorge en train de me taper la glotte. Le lipo-8, LIPOWHEAT, qui est excellent pour hydrater la peau et l'eau, pour terminer. Et Voilà. je pense qu'on est pas mal, quoi, hein. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites ajouter par rapport à la peau de manière générale, etc. Non, juste par rapport là pour finir sur les vitamines B, quand vous achetez un complexe de vitamine B, bon, il y a déjà les dosages, mais regardez aussi si la B9 c'est sous forme de folate et pas d'acide folique Oui, aussi. aussi. Bien vu. Bien vu, bien Ça vu. c'est aussi un gage de qualité hein, de votre complexe de vitamine B. Exactement, exactement. Faites aussi attention à la forme de B6 que vous allez prendre. Alors, de manière générale, les gens ont trop de B6 dans l'alimentation, de par notre alimentation, parce que la B6 c'est quelque chose que l'on retrouve trop régulièrement. Donc,
Faites attention aussi. C'est pour ça allez checker vos taux de B6, de B9, de B12. C'est pour ça que quand on parle de prendre un complexe de vitamine B, c'est parce que vous allez avoir toutes les vitamines du groupe B qui sont présentes dans ce même complexe. Le problème, c'est que de manière générale, encore une fois, les gens ont trop de B6 en comparaison de ce qu'ils devraient avoir. Donc, ça vous sert à rien, encore une fois, de prendre un complexe de vitamine B si à la base vous avez trop de B6. Faites attention à ça aussi, ça peut être problématique. Donc voilà quoi. Et faites attention à la forme de vitamine B9 comme Pascal a dit, parce que c'est important. Petite pensée pour la méthylation, Voilà. qui est extrêmement dépendante de la vitamine B9 pour vous permettre pour faire en sorte que la vitamine B12 puisse faire ce qu'on attendait dans la méthylation quoi. Voilà. On est bon Pascal, c'est bon pour toi? Bah ouais, on est pas mal. C'est sexy, Hein. parfait. Ouais, on va accrochez-vous pour le prochain podcast, il va être coriace. Hein. Ouais, lui, je pense qu'il va vraiment faire saigner les oreilles, hein, parce que lui, Bon. ça va être quelque chose. Enfin bon, on essaiera de rester dans les lignes qu'on s'est imposées. Nickel. Merci à toutes et à tous d'avoir assisté à ce podcast. J'ai oublié de le faire en début de podcast, mais n'hésitez surtout pas à vous abonner, liker, partager, enregistrer et à commenter le podcast si jamais c'est possible pour vous. N'hésitez pas à mettre un 5 étoiles si jamais votre plateforme d'écoute vous le permet. Merci à toutes et à tous d'avoir assisté au podcast. Merci à toi, Pascal. Merci beaucoup. Merci à tous et puis à la prochaine. À la prochaine, tout le monde. Merci à tous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.